Léon Tolstoï, l'un des plus grands écrivains de l'histoire, un homme qui avait tout, l'argent, la terre, la famille, et qui a pourtant passé sa vie tourmenté par le même drame qui vous hante lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller. À quoi bon tout cela? Si la vie n'est qu'un cycle de naissance, de souffrance et de mort, alors pourquoi se battre pour elle? Pourquoi aimer? Pourquoi créer? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Avez-vous déjà ressenti ce vide existentiel ronger votre âme, même lorsque vous aviez apparemment tout pour être heureux? Car Tolstoï a passé des décennies à faire face à cet abîme, et ses œuvres sont un miroir cruel et fascinant de cette bataille. Mais a-t-il trouvé une réponse? Ou avez-vous, comme nous tous, passé votre vie à fuir la seule vérité qui compte vraiment? Le secret du bonheur n'est pas de toujours faire ce que l'on veut, mais de toujours vouloir ce que l'on fait. Léon Tolstoï est né en 1828, dans une Russie marquée par des contrastes brutaux. Sa famille, appartenant à l'aristocratie, possédait de vastes terres, des serfs et des privilèges qui le séparaient du peuple. Cependant, dès son plus jeune âge, il se rend compte que l'opulence n'est pas synonyme de paix intérieure. Orphelin de sa mère à l'âge de 2 ans et de son père à l'âge de 9 ans, Tolstoï grandit sous la tutelle de ses proches, s'immergeant dans la littérature et la pensée philosophique comme un refuge contre un monde qui lui semblait déjà déconcertant. Dès son plus jeune âge, il traverse de profondes crises existentielles qui l'amènent à s'interroger non seulement sur sa position sociale, mais aussi sur le sens même de la vie. L'homme ne peut être libre que s'il ne désire rien et ne craint rien, écrira-t-il des années plus tard dans ses essais sur la morale et la spiritualité. Comment quelqu'un entouré de richesses, de plaisirs et de statut pourrait-il atteindre ce niveau de liberté? Dans sa jeunesse, Tolstoï a fait l'expérience de l'hédonisme dans sa forme la plus brute. Il s'adonnait aux jeux, aux relations éphémères et à l'ivresse effrénée, essayant de combler un vide qui, comme un puits sans fond, n'était jamais rassasié. Cette recherche aveugle de plaisir et de sens l'a conduit à l'armée, où il a servi dans la guerre de Crimée. Là, au milieu du chaos, il a reçu quelque chose de terrible. La souffrance humaine ne choisissait pas son camp, ne respectait pas les hiérarchies. Nobles et paysans, officiers et soldats, tous étaient engloutis par la même boue sanglante du champ de bataille. C'est à cette époque que Tolstoï a commencé à développer son obsession pour le destin humain et la fragilité de l'existence. S'il y a un chemin vers le bonheur, il passe par la souffrance et la compréhension de notre insignifiance, a-t-il écrit dans l'une de ses lettres. Mais y croyait-il vraiment, ou essayait-il simplement de justifier son angoisse? Lorsqu'il quitta l'armée, Tolstoï commença à écrire avec voracité. Ses premières œuvres, enfance, adolescence et jeunesse, révèlent déjà un trait marquant de sa personnalité, la recherche incessante de la vérité. Il n'a pas écrit pour divertir, mais pour exposer la complexité de l'âme humaine. Alors que d'autres écrivains idéalisaient le passé et la noblesse, Tolstoï exposait l'hypocrisie de la société, plaçant le lecteur devant des dilemmes moraux inéluctables. Et pourtant, même s'il critiquait sa propre classe sociale, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Il s'est retrouvé pris au piège, comme un oiseau en cage, entre le désir de vivre simplement et le confort de sa condition privilégiée. C'est ce que vous avez ressenti? Avez-vous remarqué que, même en sachant que quelque chose ne va pas, vous continuez à le faire parce que c'est plus facile, plus confortable? Car Léon Tolstoï s'est battu toute sa vie contre cette contradiction. Au cours des années suivantes, il a voyagé à travers l'Europe, absorbant de nouvelles idées et philosophies. Il visita les écoles, étudia la pédagogie
et essaya de mettre en œuvre des réformes éducatives pour les paysans russes. Mais rien de tout cela ne semblait suffisant. À chaque nouveau projet, à chaque nouvel idéal, le même tourment revenait le hanter. À quoi servait tout cela? Comment vivre une vie qui n'est pas vide de sens? C'est alors qu'il commence à écrire son chef-d'œuvre, Guerre et paix. Épique et colossal, qui dépeint non seulement les conflits napoléoniens, mais aussi les batailles internes de ses personnages, et, par extension, les nôtres. Pour Tolstoï, la guerre n'a jamais été seulement une question politique ou militaire. C'était une métaphore de l'existence humaine, de la lutte incessante entre la raison et l'émotion, entre le destin et le libre arbitre. Comme l'a dit Dostoïevski, son rival contemporain et littéraire, le véritable champ de bataille de l'humanité est l'âme de chaque individu. Mais Tolstoï n'était pas un simple observateur de la nature humaine. Il était son propre cobaye. Chaque livre qu'il a écrit était le reflet de ses propres crises, de ses échecs et de ses contradictions. Et s'il y a une chose qu'il nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire à la vérité. Vous pouvez l'ignorer pendant un moment. Vous pouvez être distrait par les plaisirs et les possessions. Vous pouvez vous cacher derrière des titres et des possessions. Mais tôt ou tard, la question revient. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et à ce moment-là, vous avez deux options. Faire face à l'abîme ou continuer à faire comme s'il n'existait pas. Tolstoï a choisi d'y faire face. Et ce choix l'a conduit à créer certaines des plus grandes œuvres de la littérature mondiale. Mais a-t-il trouvé les réponses qu'il cherchait? Ou est-ce qu'au fond, la grande tragédie de la vie, c'est que certaines questions n'ont jamais de réponse? L'agitation de Tolstoï ne se limitait pas à sa propre vie. Il voulait comprendre l'existence humaine dans sa totalité, démêler le fil invisible qui reliait les rois et les misérables, les soldats et les généraux, les amants et les traîtres. De ce besoin presque obsessionnel est née Guerre et paix, une œuvre qui ne se contente pas de raconter des batailles, mais expose l'absurdité du destin et l'illusion du contrôle que nous portons tous. La grandeur de ce roman ne réside pas seulement dans le nombre de personnages ou l'exactitude historique, mais dans la façon dont Tolstoï transforme chacun de ses protagonistes en un miroir de nous. Qui ne s'est pas senti comme Pierre Bezoukov, perdu dans une insatiable quête de sens, ou comme Natacha Rostova, prise entre passion et obligation? Qui ne s'est jamais vu petit face à l'impitoyable machinerie de la vie, se croyant aux commandes, alors qu'en fait, il n'était que le jouet des circonstances? La grande intuition de Tolstoï a été de faire comprendre que l'histoire n'est pas faite par des héros éclairés ou par des stratégies de génie, mais par des forces invisibles qui entraînent les individus comme des feuilles dans le vent. Napoléon, dans son roman, n'est pas un génie militaire, mais un homme vaniteux qui s'est trompé en croyant qu'il contrôlait le cours des événements. Nous croyons que nous avons le contrôle, que nos choix sont exclusivement les nôtres, que notre vie est sous notre commandement. Jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise et nous oblige à reconnaître la vérité. Nous sommes beaucoup moins libres que nous voudrions l'admettre. Dans une lettre, Léon Tolstoï écrivait « La seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien et que nous sommes obligés d'agir, même sans comprendre pourquoi. » Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette position, à devoir prendre des décisions, sans savoir si elles sont vraiment les vôtres ou si elles ne sont que le reflet de quelque chose de plus grand que vous ne comprenez pas? Mais Tolstoï ne voulait pas seulement raconter les aléas du destin. Il voulait comprendre s'il y avait une logique, un principe qui régissait tout cela. Et en vieillissant, cette question est devenue de plus en plus pressante. Pendant la rédaction de Guerre et paix, il s'est plongé dans la philosophie, a lu les classiques, a étudié les religions
et a essayé de trouver une réponse définitive. Mais au lieu de la clarté, il a trouvé plus de doutes. Il s'est rendu compte que le monde ne suivait pas un plan rationnel, que la souffrance n'était pas répartie équitablement, et que souvent, ceux qui cherchaient le bien finissaient par être écrasés par la brutalité de la réalité. Dans des moments de désespoir, il écrit dans son journal « Pourquoi naissons-nous si la fin n'est que la mort? Pourquoi nous battons-nous si la victoire n'est jamais garantie? Pourquoi aimons-nous si tout passe ?» Des questions qui auraient très bien pu être posées par n'importe lequel d'entre nous au cours d'une nuit blanche, les yeux fixés au plafond et sentant le poids écrasant de l'existence. Guerre et paix était un portrait de l'inéluctabilité du destin. Anna Karénine était une dissection du désir humain et de son incapacité à faire face à ses propres choix. La protagoniste, Anna, se retrouve déchirée entre un mariage froid et un amour écrasant, mais à aucun moment elle ne trouve la paix. Pour Tolstoï, la tragédie n'était pas dans le mauvais choix, mais dans l'illusion qu'il y a des choix parfaits. La vie, selon lui, est un jeu où chaque décision apporte non seulement des gains, mais aussi des pertes irréversibles. Si vous cherchez le bonheur pour vous-même, ce ne sera jamais suffisant. Si vous cherchez le bonheur pour les autres, vous trouverez le vôtre en chemin. Mais qui vit vraiment comme ça? Combien d'entre nous sont prêts à renoncer à ce qu'ils veulent au nom de quelque chose de plus grand? La douloureuse vérité est que nous passons notre vie à osciller entre l'égoïsme et le sacrifice, à essayer d'équilibrer les désirs et les responsabilités, et nous parvenons rarement à trouver un point de repos. Tolstoï n'a pas seulement vu cette tension, il le sentait dans sa propre peau. Marié à Sofia Andreevna, il a eu 13 enfants et une relation marquée par la passion et les conflits. Il écrivait sur le détachement matériel, mais il était toujours entouré de luxe. Il défendait la simplicité, mais il ne pouvait se débarrasser des privilèges de sa classe. C'était, par essence, un homme coupé en deux, comme nous tous. Et c'est peut-être exactement ce qui le rend si humain, si proche, si bouleversant. Ses livres n'offrent aucune consolation ni réponse facile. Il se contente de nous tendre un miroir et de nous demander « Et alors, vous continuerez à croire que vous avez le contrôle? Allez-vous insister sur l'illusion qu'il existe un chemin sûr, une destination garantie, une formule secrète pour la vie? Ou accepterez-vous qu'au fond de nous, nous errons tous dans l'obscurité, à la recherche d'un sens qui ne viendra peut-être jamais? Léon Tolstoï portait un poids que peu d'hommes pouvaient porter sans succomber. Son esprit bouillonnait de conflits qui n'étaient pas résolus, mais qui se transformaient seulement en d'autres formes d'angoisse. Il n'était pas seulement un observateur du monde, c'était un homme qui ressentait ses contradictions dans la chair. Tandis que la noblesse russe se régalait de frivolité, Tolstoï regardait la décadence morale se propager comme une peste invisible. L'élite, avec son faste et son arrogance, croyait que l'argent et le statut étaient les garanties d'un destin supérieur. Mais Tolstoï, qui connaissait la lueur vide de ces salles, savait qu'il n'y avait là qu'une forme plus raffinée de misère. L'homme cherche le bonheur là où il ne peut pas être trouvé, et se plaint ensuite du vide qu'il ressent, a-t-il écrit. Et lui-même n'était pas à l'abri de cette recherche mal avisée. Peu importe à quel point il essayait de vivre équitablement, quelque chose en lui rugissait d'insatisfaction. La renommée que lui ont apportée ses œuvres ne l'a pas comblé. La reconnaissance littéraire, au lieu de lui apporter la paix, n'a fait que renforcer son sentiment de déplacement. Il était déjà l'un des plus grands écrivains de son temps, vénéré par les intellectuels et les lecteurs. Mais la gloire littéraire était une couronne d'épines. À quoi tout cela servait-il? Pour masser l'ego, pour nourrir une vanité qu'il méprisait lui-même. Dans l'une de ses lettres, il avoue
Je pouvais tout faire, mais rien ne me satisfaisait. À chaque réalisation, je sentais seulement un nouveau vide s'ouvrir devant moi. Ce sentiment d'inadéquation le rongeait, et chaque tentative de trouver un sens ne le menait qu'à de nouvelles questions, à de nouvelles crises, à de nouvelles impasses. Avez-vous déjà ressenti cela? Le sentiment que, quoi que vous fassiez, il y a toujours un trou invisible qui consume votre âme? Son tourment atteignit un niveau insoutenable à mesure qu'il approchait de l'âge mûr. Il ne pouvait plus ignorer la question qui le hantait depuis sa jeunesse. Qu'est-ce que cela signifie de vivre avec un but? Ses réflexions s'approfondissent et il commence à tout contester. La société, la politique, la religion, la structure même de la civilisation. C'est à cette époque que son écriture est devenue encore plus tranchante, plus crue, plus impitoyable. Dans La mort d'Ivan Ilitch, il raconte la lente agonie d'un homme qui, à l'article de la mort, se rend compte qu'il a mal vécu, privilégiant les apparences et les conventions. « Si toute ma vie était une erreur ?» demande le protagoniste sur son lit de mort. Une question simple mais dévastatrice. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Si, à la fin, vous découvriez que tout ce pourquoi vous vous êtes battu n'était pas pertinent. Cette obsession du sens de la vie a commencé à consumer Tolstoï tout entier. Il commença à mépriser sa propre richesse, commença à porter des vêtements simples, à vivre comme un paysan sur son propre domaine. Mais même cela n'a pas suffi. Quelque chose en lui nécessitait une rupture plus radicale, un virage complet. Il commença à rejeter la propriété privée, à condamner la violence de l'État, à prêcher une vie de renoncement et de service aux autres. Il s'inspirait du christianisme primitif, mais sans accepter les institutions religieuses, qu'il considérait comme corrompues et éloignées de la vraie foi. L'erreur fondamentale de l'homme est de vouloir changer le monde sans d'abord se transformer, écrit-il. Mais la transformation personnelle n'est jamais un processus facile, et Léon Tolstoï a été englouti par ses propres exigences impossibles. Sofia, sa femme, assiste avec horreur à cette métamorphose. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. Le brillant écrivain qui, jour après jour, célébrait la vie, s'abandonnait maintenant aux privations volontaires. Il a refusé les droits d'auteur de ses œuvres, a parlé de tout abandonner. Le mariage, qui avait été un champ de bataille, devint un abîme d'incompréhension, tandis que Sophie essayait de maintenir la stabilité de la famille. Tolstoï considérait sa richesse comme un fardeau, un obstacle à la vérité. L'amour qui les avait unis est devenu un duel entre deux visions irréconciliables, et c'est peut-être le plus grand drame de l'existence, l'impossibilité de concilier nos recherches avec les exigences du monde. Après tout, comment pouvons-nous vivre selon la vérité sans détruire ce que nous aimons? Comment trouver la paix sans renoncer à ce qui nous lie à la vie? Tolstoï n'a pas trouvé de réponse et à la fin a fait la seule chose qui lui restait. Il s'est enfui. Mais fuir était-il vraiment la solution, ou n'était-ce qu'un dernier cri désespéré contre un monde qu'il ne pourrait jamais accepter? Et puis, un matin de novembre 1910, Tolstoï a fait ce qui brûlait en lui depuis des années, comme une nécessité inéluctable. Il a tout abandonné à l'âge de 82 ans, déjà courbé par le poids de l'âge, mais portant un esprit encore inquiet. Il a quitté sa maison, sa famille, son histoire. Il est parti en pèlerin, exilé de lui-même. La scène était presque biblique. Vieux, avec une longue barbe, enveloppé dans un manteau usé, partant à la recherche de quelque chose que lui-même ne pouvait nommer. Il voulait trouver la vérité, mais quelle vérité? Celle de l'esprit? Celle de la pauvreté? Celle de l'isolement? Ou simplement le silence où il pourrait enfin étouffer le cri qu'il portait?
Le voyage a été court et tragique. Le froid mordant et l'usure physique l'ont rapidement submergé. Tolstoï tomba malade en chemin et se réfugia dans la gare d'Astapovo, un lieu qui, ironiquement, symbolisait la fugacité même de la vie. Là, dans une petite pièce en bois, entouré de médecins, de journalistes et d'inconnus qui voulaient assister aux derniers instants du génie errant, il agonisait. Sa femme, Sofia, est arrivée trop tard. L'homme qu'elle avait aimé et haï pendant des décennies était maintenant méconnaissable, entre illusion et silence profond. Son corps était là, mais son esprit vagabondait déjà dans d'autres paysages, essayant peut-être d'atteindre cet idéal inaccessible pour lequel il avait tout retenu. « Je ne comprends pas ce que je fais », aurait-il murmuré dans l'un de ses derniers instants de lucidité. Explosion? Repentir? Ou simplement la prise de conscience que, en fin de compte, personne ne comprend vraiment sa propre existence. L'ironie est cruelle. Tolstoï, qui cherchait tant de réponses, est mort enveloppé de doutes. Il avait rejeté la propriété, mais il n'avait jamais été capable de s'en débarrasser complètement. Il prêchait la paix, mais il a passé sa vie en guerre contre lui-même. Il recherchait la simplicité, mais son âme était un tourbillon de complexité. En fin de compte, tout s'est résumé à l'inévitable. Un corps frêle sur le lit d'une gare, tandis que le monde extérieur suivait son cours nonchalant. La presse a fait de sa mort un spectacle. Les hommes instruits pleuraient cette perte. L'Empire russe craignait que son départ n'inspire des révoltes. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait? Lui, qui avait rejeté les rites et les hommages, était maintenant célébré comme un martyr. Une contradiction cruelle, presque une parodie du destin. Sa mort ne mit pas fin à son influence. Au contraire, cela a élargi son héritage. Tolstoï est devenu plus qu'un écrivain. C'est devenu une légende, une énigme morale, un spectre qui planait sur la conscience du monde. Le Mahatma Gandhi le considérait comme un prophète de la non-violence. Martin Luther King Jr. a trouvé dans ses écrits un écho de la lutte pour les droits civiques. Des écrivains tels que James Joyce, Virginia Woolf et Thomas Mann ont été marqués par leur capacité à explorer l'âme humaine avec une profondeur presque brutale. Sa pensée, son art, son agitation sont toujours vivants et troublants. Parce que Tolstoï ne nous offre pas de réconfort. Il ne nous donne pas de réponses douces et réconfortantes. Elle nous jette dans nos propres dilemmes, nous oblige à faire face à la crise de nos vies, à la fragilité de nos certitudes. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous réalisiez soudainement que tout ce que vous avez construit, tout ce pourquoi vous vous êtes battu, était peut-être une erreur? Et c'est la plaie ouverte que Tolstoï nous a laissée. Il nous confronte à la question que nous évitons. Vivons-nous selon ce que nous croyons vraiment, ou suivons-nous simplement un scénario imposé par des forces que nous ne comprenons pas? Ces livres ne sont pas seulement des histoires, ce sont des miroirs inconfortables. Et si, à la fin, nous découvrons que nous avons perdu la seule chose qui compte vraiment, le temps, que restera-t-il d'autre que la repentance? Tolstoï, un homme à l'intellect surhumain, n'a pas trouvé de réponse définitive. Quel espoir avons-nous? Mais c'est peut-être exactement cela. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de destination fixe. Il n'y a pas de sécurité du tout. Il n'y a que la recherche. Et êtes-vous prêt à faire face au vôtre? Mais qu'est-ce que cette recherche signifie vraiment? Tolstoï n'était pas le seul à lutter contre l'angoisse existentielle, mais il était peut-être l'un des rares à en faire l'expérience, dans sa forme la plus viscérale. Son drame n'est pas abstrait, académique ou lointain, comme celui de tant d'intellectuels qui se limitent à la spéculation philosophique, sans jamais laisser leur propre vie être affectée par leurs idées. Tolstoï n'était pas un homme de théorie vide.
Il saignait pour ses convictions, rompait avec tout ce qui lui semblait faux, déchirait les voiles de l'illusion sociale, plongeait dans le désespoir de l'incertitude. La grande tragédie de sa vie n'était pas seulement son agitation sans réponse, mais le fait que cette inquiétude était sa seule certitude. Son héritage va au-delà de la littérature. Il nous a laissé une provocation constante en nous faisant affronter l'hypocrisie qui imprègne nos vies. Tolstoï nous oblige à répondre à une question inéluctable. Que faisons-nous de notre temps? Ses œuvres profondément philosophiques et spirituelles ne sont pas de simples romans, mais des appels au réveil pour ceux qui cherchent le sens et la vérité, qui osent les écouter. La résurrection, sa dernière grande œuvre, en est un exemple clair. Dans l'intrigue, nous suivons un aristocrate, pris par la culpabilité et le poids de ses mauvais choix, essayant de réparer l'erreur du passé. Et ce faisant, il se rend compte que toute sa vie a été construite sur une base d'égoïsme et d'illusion. Cette révélation bouleversante et irréversible est le miroir de la société de Léon Tolstoï. Combien d'entre nous ne sont pas exactement dans la même situation? Combien d'entre nous ont vécu sous un vernis de respectabilité, prétendant que nous sommes bons tout en perpétuant des systèmes d'oppression, d'inégalité et de mensonges? Nietzsche a dit que la plupart des hommes ne veulent pas la liberté, seulement un maître juste. Tolstoï l'a compris d'une manière presque prophétique. Il a vu comment les gens s'accrochent à des croyances confortables, à des institutions obsolètes et à des modèles hérités, juste pour éviter de faire face au poids de leur propre existence. C'est pourquoi sa critique de la religion institutionnalisée était si féroce. Non pas parce qu'il niait la spiritualité, mais parce qu'il voyait dans l'Église un outil de domestication, un soulagement facile pour les consciences qui préfèrent les dogmes tout faits. Dans son immersion sincère dans la vérité, il a lui-même cherché cette vérité sous diverses formes. Dans le christianisme, dans l'ascèse, dans la simplicité paysanne. Mais il n'a jamais trouvé de réponse définitive. Et c'est peut-être précisément la plus grande leçon qu'il nous a laissée. La vérité n'est pas un point fixe, mais un chemin tortueux et solitaire. Et maintenant, regardez votre propre vie. Avez-vous déjà eu le courage de remettre en question les certitudes qui vous ont été données? Avez-vous déjà osé douter des valeurs qu'on vous a enseignées à suivre? Ou se pourrait-il que, comme la plupart des gens, vous vous laissiez aller par le courant, acceptant sans résistance un scénario que vous n'avez jamais écrit? Tolstoï ne voulait pas de disciples. Il ne cherchait pas de disciples. Il n'offrait pas de réconfort. Son message était brutal parce qu'il exigeait une révolution intérieure, un tremblement de terre dans la structure de l'âme. Il ne nous donne pas un refuge, mais nous pousse dans le canyon de la pensée critique. Et si vous vous sentez mal à l'aise d'entendre cela, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de vous qui sait qu'il avait raison. Après tout, la grande question n'est pas celle de Tolstoï, de son évasion ou de sa mort. La grande question est vous. Qu'allez-vous faire de votre propre existence? Continuerez-vous à vivre dans une bulle confortable d'illusions ou aurez-vous l'audace de la déchirer et d'affronter la vie dans sa vérité la plus brute? Il n'y a aucune garantie, aucune promesse de bonheur éternel. Mais il y a un choix. Restez-vous endormi ou décidez-vous, une fois pour toutes, de vous réveiller? Et la question qui reste est la suivante. Êtes-vous prêt pour cela? Tolstoï a passé sa vie à essayer de répondre à la question que vous vous posez peut-être maintenant. Mais s'en est-il approché? Y a-t-il une réponse? Maintenant, j'aimerais que vous me disiez si aujourd'hui était votre dernier jour, seriez-vous fier de la vie que vous avez menée? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ici, on ne parle pas de superficialité. Nous faisons face aux vérités
que personne n'a le courage d'affronter.